C'est ce que Stendhal, le romancier, appelle la chasse au bonheur. Nous courons tous après le bonheur. Stendhal écrit quelque part assez joliment « La chasse au bonheur est ouverte tous les matins ». Ce qui est très vrai, et bien sûr, y compris les jours ouvrables. On ne va pas attendre le week-end pour entreprendre d'être heureux. La chasse au bonheur est ouverte tous les matins, c'est très vrai, mais reste à savoir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Parce que ça compte aussi, l'économie. Eh bien ça, c'est le problème de la motivation. Alors vous savez que ce mot de motivation, il a deux sens différents, mais liés. Il y a ce que j'appelle la motivation objective. Pardon. L'ensemble des motifs d'une action. Et il y a ce que j'appelle la motivation subjective, l'état psychologique qui est induit par ces motifs, au sens où on dit que tel individu est très motivé, tel autre très peu, quand bien même il poursuivrait par hypothèse les mêmes motifs. Bref, dans le dictionnaire, si vous regardez à l'article motivation, vous verrez qu'on vous renvoie à l'article motif. Alors vous allez voir dans le dictionnaire à l'article motif. Et là, vous verrez que dans le dictionnaire, un motif est défini comme étant un but intellectuel, par différence avec l'intérêt ou le mobile, un but intellectuel. Eh bien, la première fois que j'ai fait cette petite recherche, je me suis dit « aïe ». Aïe parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu, qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel pour l'excellente raison que l'intelligence n'a jamais... Pardon, c'est un mauvais rhume. Pour la bonne raison que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Ce qui fait courir les gens, ce n'est pas l'intelligence, c'est le désir, bien sûr. L'intelligence permettra éventuellement de choisir le chemin pour atteindre le but. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but proprement, ce n'est pas l'intelligence, c'est toujours le désir. Je l'illustre d'un exemple de père de famille, pour être plus concret. Imaginez que tel de vos enfants, un gamin de 12-13 ans, ne travaille pas en mathématiques. Vous lui dites « tu dois travailler tes maths ». Le gamin vous répond « d'accord papa, d'accord maman, je veux bien travailler mes mathématiques, mais à une condition. C'est que tu me démontres mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. » Et bien là, vous êtes mal. Vous êtes même très mal. Parce que le plus grand mathématicien du monde est incapable de démontrer mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Pour une raison très simple mais très forte, c'est que la proposition « il faut faire des mathématiques » n'est pas une proposition mathématique. Si bien que pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, il n'est d'ailleurs pas plus bête qu'un autre, et puis surtout, je vous mets au défi de le rendre plus intelligent. Pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, mais sur son désir, bien sûr. Et comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, s'il aimait ça, il n'y aura pas de problème. Comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, vous allez devoir trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que votre gamin désire, pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Alors, par exemple, vous allez lui dire, ben, écoute, il faut travailler tes maths parce que tu m'as dit que tu voulais faire médecine plus tard. Ben voilà, pour faire médecine dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir un bon niveau en mathématiques. Le gamin ne désire pas faire des maths, mais il désire faire médecine. Vous vous appuyez sur la médecine qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Ça, c'est le cas idéal. Il faut dire aux jeunes parents qui sont ici que ça n'arrive pratiquement jamais, ce genre de choses. Si, comme c'est plus vraisemblable, votre gamin ne désire aucune étude en particulier, vous allez baisser d'un cran. Et vous allez lui dire, il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ton père. Il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ta mère.
Le gamin n'aime pas les maths, mais c'est un gentil gamin, il aime ses parents, il a envie de leur faire plaisir. Vous appuyez sur le désir qu'il a de vous faire plaisir pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Et si même ça ne marche pas, vous descendez encore d'un cran et vous lui dites, bah, écoute, il faut travailler tes maths parce que si tu as la moyenne à ton prochain contrôle, je t'achète un nouvel ordinateur. D'accord, c'est nul, mais on n'a pas toujours le choix des moyens. Le gamin ne désire pas faire des maths, il désire un nouvel ordinateur. Vous appuyez sur l'ordinateur qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Bref, ce que je veux vous montrer par cet exemple de père de famille, c'est qu'il n'y a pas de but intellectuel, il n'y a de but que pour et par le désir. Bref, si je vais un jour diriger une école de management ou de commerce, c'est-à-dire les mêmes aujourd'hui presque toujours, je ferai inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée sur le mur de gauche une formule d'Aristote, philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'un des plus grands de tous les temps, comme chacun sait. Aristote écrivait simplement « Le désir est l'unique force motrice ». Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meut. Ben voilà, ce qui meut un homme ou une femme, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. L'intelligence permettra de choisir le moyen pour atteindre le but, oui. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but, ce n'est pas l'intelligence, c'est le désir. Oui, nous avons donc parlé du bonheur au travail. Je mettrais volontiers comme titre plus explicite « Sens du travail, bonheur et motivation ». Bonheur au travail, bien-être au travail, bien vivre au travail. J'avoue que cette expression de bien vivre, je ne l'ai entendue qu'ici. Je ne sais pas si c'est une expression typiquement helvétique. Ça me séduit assez, parce qu'en vérité, quand je distingue le bien-être du bonheur, parce que les gens dans les entreprises, moi j'interviens surtout dans les entreprises privées, n'osent pas trop me proposer le bonheur au travail. Ça leur paraît une demande un peu exorbitante, donc ils me proposent plus modestement de parler de bien-être au travail. Et moi, je leur dis que je préférerais parler de bonheur. Parce qu'au fond, le bien-être, c'est quoi? Moi, je dis, le bien-être, c'est quand on a mal nulle part. Le bonheur, c'est quand on est en état de se réjouir, au moins parfois, pas une joie permanente, mais une joie continuellement possible. Et bien sûr, mieux vaut pouvoir se réjouir que simplement n'avoir mal nulle part. D'autant que n'avoir mal nulle part, c'est une notion relative. Vous savez, je ne sais plus quel humoriste disait « je n'ai mal nulle part, sauf quand j'appuie ». Toute la question de savoir si on appuie ou pas. Et peut-être que le bien vivre, c'est ce que je me disais en écoutant les différentes personnes avec qui j'ai déjeuné ce midi, qui parlaient de bien vivre, je me disais au fond, c'est peut-être une notion intermédiaire entre le bien-être, n'avoir mal nulle part, c'est mettre la barre trop bas. Et le bonheur, se réjouir au travail, c'est peut-être parfois mettre la barre un peu haut. Mais enfin, mieux vaut mettre la barre trop haut que trop bas. Alors le bonheur au travail, c'est une notion importante, bien sûr, mais en même temps, c'est une notion difficile. Parce que reconnaissons que, contrairement à ce qu'on dit dans la plupart des livres de management, le travail et le bonheur ne vont pas spontanément ensemble. En tout cas, pas de façon évidente. Disons-les, soyons honnêtes pour une fois, être heureux, tout le monde est pour. Travailler, on ne préférerait pas. Être heureux, tout le monde est pour. Travailler, en gros, on ne préférerait pas. Et donc la question de l'articulation des deux est évidemment une question importante. Alors, je n'ai pas le temps, dans le temps dont je dispose, d'analyser en détail cette notion de sens, comme il m'arrive de le faire quand j'ai davantage de temps. Donc, on va prendre la chose au plus court, de la façon la plus concrète. On va se demander qu'est-ce qui fait courir les salariés des hôpitaux universitaires de Genève. Autrement dit, qu'est-ce qui vous fait courir? Après quoi courez-vous? Alors d'abord, est-ce que vous courez après le travail?
Ça, c'est ce que voudrait le directeur, mais à nouveau, la réponse est non. Je l'ai déjà dit, travailler, on ne préférerait pas, c'est vrai comme de n'importe qui. Et d'ailleurs, vous avez bien raison, ils ont bien raison. Parce que le travail, par définition, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un but en soi. Le travail, ce n'est qu'un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Donc, vous ne courez pas après le travail. Alors, est-ce que vous courez après la morale, la vertu, cette fameuse valeur travail dont on nous rebat les oreilles, en tout cas en France, depuis déjà plusieurs années? La réponse, à nouveau, est non. Et à nouveau, vous avez bien raison, parce que le travail n'est pas une valeur morale. Cette fameuse valeur travail, on peut parler de valeur travail, oui, c'est une valeur marchande. C'est pour ça qu'on vous paye pour travailler. On ne vous paye pas pour être juste, aimant, généreux. Une valeur morale, par définition, ça n'est pas à vendre, ça n'a pas de prix. Dès lors que tout travail mérite salaire ou rémunération, ça confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles « Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». C'est sensiblement différent. L'amour est évidemment une valeur morale, le travail, évidemment, n'en est pas une. Alors quand je dis ça aux chefs d'entreprise, il y en a souvent un qui me dit « Il est écrit dans la Bible, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est? Je leur réponds « Oui, c'est le travail. C'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. » Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. Autant, monsieur le directeur, choisir le fouet ou le knout comme emblème managérial. Mais bon, laissons les Écritures. Le travail n'est pas une valeur morale. Ça veut dire que s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertu que de possibles pathologies. Alors, qu'est-ce qui fait courir? Est-ce que vous courez après le travail? Non, vous avez raison, le travail, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Est-ce que vous courez après la valeur morale du travail? Non, vous avez raison, le travail est une valeur marchande, ce n'est pas une valeur morale. Alors, est-ce que vous courez après l'argent? Ah bah oui, bien sûr, pour une part. Ah oui, c'est pour ça qu'ils travaillent quand même. Hein. Ce n'est pas par amour du directeur, ni seulement par amour des patients. Non, non, évidemment, vous courez tous après l'argent. C'est pour ça que vous travaillez, au moins pour une part, c'est ce qu'on appelle en gros le salariat, pour ce qui concerne vos différents statuts. Sauf que, comme me l'a dit un jour un chef d'entreprise, il me disait, vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, bien sûr. Oui, ça rend motivable. Si vous ne les payez pas, ils ne seront pas motivés, mais la question ne se posera plus. Mais l'argent, m'expliquait-il, ça n'a jamais motivé personne. En tout cas, le salaire, le fixe. Hein, s'il y a des primes, des parts variables, ça peut être éventuellement différent. Mais pour ce qui est du fixe, du salaire, le salaire, ça n'a jamais motivé personne. Parce que celui parmi vous qui, par hypothèse, ne travaillerait que pour le salaire, il n'a par définition aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Donc oui, on travaille pour l'argent, mais l'argent, ça n'a jamais motivé personne. Ça ne suffit pas à la motivation. D'ailleurs, comme me l'a dit un autre chef d'entreprise lors d'un colloque, il me disait « Oui, bien sûr, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler, ça c'est clair. Cela dit, me disait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. En l'occurrence, c'est une entreprise privée, mais ça vaut aussi à l'hôpital. Il y a un marché du travail dans le monde de la santé aussi, puis il y a les grilles indiciaires, enfin bref, l'hôpital n'est pas maître des salaires. Donc, je reprends la formule de mon patron du privé, il me disait oui, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien, me disait-il, que ma valeur ajoutée de manager
Et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager. Si bien, me disait-il, que ma valeur ajoutée de manager, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Qu'est-ce qui vous fait courir les uns et les autres? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la morale, ce n'est pas seulement l'argent, le salaire. Vous courez d'abord et surtout après le bonheur. Nous courons tous après le bonheur. D'ailleurs, vos patients, ceux qui viennent se faire soigner dans l'hôpital, ils courent aussi après le bonheur. En gros, pourquoi est-ce que vous venez travailler tous les matins ouvrables? Parce que vous pensez que vous serez plus heureux en travaillant aux hôpitaux universitaires de Genève qu'en travaillant ailleurs ou qu'en n'y travaillant pas. De même que vos patients viennent se faire soigner parce qu'ils se pensent, légitimement j'imagine, qu'ils seront plus heureux en se faisant soigner chez vous qu'en se faisant soigner ailleurs ou en ne se faisant pas soigner du tout. Nous courons tous après le bonheur. Après, mais au fond, qu'est-ce que vous en savez? Les salariés des hôpitaux universitaires, vous ne les connaissez pas. Je vous répondrai que j'en sais que ce sont des êtres humains. Et que je crois avec Blaise Pascal que tout homme, toute femme veut être heureux. C'est une formule fameuse de Pascal, dans les pensées de Pascal. Pascal écrit « Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Fin de citation. Oui, la touche finale, jusqu'à ceux qui vont se pendre, dans sa noirceur, dans sa beauté, dans sa profondeur, est très pascalienne, mais très vraie au fond. Parce que finalement, celui qui va se pendre, celui qui se suicide, c'est arrivé récemment un médecin cancérologue, dans des grands hôpitaux parisiens, victime, semble-t-il, de harcèlement. Enfin bon, j'en suis pas juge, l'enquête est ouverte. Mais celui qui se suicide, pourquoi se tue-t-il? Il se tue bien sûr pour ne plus souffrir. Or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est encore se rapprocher du dernier bonheur purement négatif qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Eh bien, si tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre, comme dit Pascal, permettez-moi de penser que tout homme, toute femme veut être heureux, y compris celui ou celle qui vient travailler aux hôpitaux universitaires de Genève 4 ou 5 jours par semaine. Et sur le mur de droite du hall d'entrée de mon école de management, je ferai inscrire une formule de Spinoza, XVIIe siècle après Jésus-Christ, en Hollande. Spinoza écrivait, et au fond l'idée est la même, « Le désir est l'essence même de l'homme ». Le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. Autrement dit, nous sommes des êtres de désir. Eh bien ça nous dit quelque chose d'essentiel sur la condition humaine. Aussi sur le métier d'un certain nombre d'entre vous, ceux qui sont managers, comme on dit. Ou ceux peut-être qui s'occupent des contacts, mais là c'est le cas aussi des soignants, du même coup, au moins d'un certain point de vue, avec les patients, mais avec ce qu'on appellerait dans une entreprise ordinaire, les clients. Ce que je veux dire, c'est que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, bref, si nous sommes des êtres de désir, ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise, public ou privé, un cadre, un responsable, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management.
Mais bon, ici, vous n'êtes pas tous managers, tant s'en faut, donc je ne veux pas spécialement développer ce point-là, mais je soumets ça à la réflexion des managers qui sont ici. Mais en revanche, nous sommes tous des êtres humains. Et donc, si le désir est l'unique force motrice, il n'y a pas de motivation sans désir. Si le désir est l'essence même de l'homme, il n'y a pas d'humanité sans désir. Ça veut dire que pour nous tous, la question la plus importante de toutes, la question des questions, c'est évidemment qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que le désir? Et ce qui me tue, c'est que vous avez dû faire d'excellentes études pour la plupart d'entre vous. Et je soupçonne pourtant qu'on ne vous a jamais expliqué clairement ce que c'était que le désir. Vous avez fait d'excellentes études qui sont malencontreusement passées à côté de l'essentiel. Si bien qu'il me reste, c'est effrayant, 35 minutes pour essayer de compenser une éducation ratée. 35 minutes, c'est quand même très court. 35 minutes, c'est quand même très court, donc je ne vais pas faire un cours sur toutes les théories philosophiques du désir, il y faudrait des semaines. Je ne vais en retenir que deux. Les deux plus profondes, à mon sens, les deux plus éclairantes, qui sont d'une part la théorie de Platon, par laquelle je vais commencer, d'autre part la théorie de Spinoza, par laquelle je vais continuer. Alors attention, les deux sont vrais, bien sûr. J'ai peu de temps, je ne vais pas commencer à faire un cours sur des théories que je crois fausses. Les deux sont vraies, et pourtant vous allez voir qu'elles s'opposent frontalement. C'est pourquoi notre vie en général et votre métier en particulier sont tellement compliqués. Alors Platon, le maître d'Aristote, donc on est en Grèce, toujours, 4e siècle avant Jésus-Christ, mais une génération avant Aristote, puisqu'Aristote a été l'élève de Platon. Alors à la question « Qu'est-ce que le désir ?», Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet est un livre qui porte sur l'amour. La question centrale dans le banquet de Platon, c'est « Qu'est-ce que l'amour ?» Et à cette question centrale, « Qu'est-ce que l'amour ?» Platon répond par une double équation. Platon répond l'amour est désir, première équation, l'amour est désir. Et deuxième équation, le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant « Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement, et voilà pourquoi le bonheur, si souvent, est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés, s'il y en a dans la salle. Spinoza va venir sauver votre couple, pas plus tard que dans 10 minutes. Enfin, si c'est encore possible, je ne peux pas non plus faire des miracles, moi, mais si c'est possible, on va entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple dans les 10 minutes qui viennent, mais avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit, qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Je suis content que ça vous amuse, c'est plutôt bon signe. Alors le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire que ce qui me manque, donc je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce qu'être heureux? Platon répond, mais chacun pourrait répondre la même chose. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne sera jamais heureux, mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne part, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires que ce que tu n'as pas. Et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire.
Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. Mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous désirez. C'est ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, ce n'est pas moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance. Je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Enfin, un troisième exemple, alors qui traduit tout seul l'objet d'une conférence, mais il faut en dire un mot parce que c'est plus important. Troisième exemple, l'amour au sens ordinaire du terme, un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, si vous préférez, bref, un couple. Parce qu'au fond, tomber amoureux, comme on dit, qu'est-ce que ça veut dire en langage platonicien? En langage platonicien, tomber amoureux, ça veut dire que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard. Et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué, à la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire. Mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, chez des amis communs, vous rencontrez la femme ou l'homme, je vais dire la personne, pour ne pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin. Vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle, vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de 2 choses l'une. Ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble, éventuellement vous vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus. Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle vous manque de moins en moins, ça veut dire aussi que vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant quand on y pense, comme 6 mois plus tôt, ou 6 ans pour certains, chacun son rythme, vous la désiriez plus que toutes les autres. Et puis 6 mois ou 6 ans plus tard, la première jeune fille un peu jolie et court vêtue qui passe devant vous dans la rue, messieurs, le premier homme un peu séduisant et mystérieux dont vous croisez le regard, mesdames, tout d'un coup vous paraît tellement plus désirable. Le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes mariés depuis 6 mois ou 6 ans, selon les cas, et un beau soir ou un triste matin. Vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Les rires sont moins nombreux, là. Hein? Et en fait, ce n'est pas le comique, là, c'est la détente. L'angoisse est... Attention, ça ne veut pas dire, ou pas forcément, que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Voilà. Vous n'êtes plus chez Platon.
vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus amoureux au vrai sens du mot. Au sens qu'avait le mot amoureux 6 mois ou 6 ans plus tôt, quand vous disiez à votre meilleur copain ou copine « je suis tombé amoureux ». Ce n'est plus vrai. Vous n'êtes plus chez Platon, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus amoureux. Et là, vous n'avez plus philosophiquement qu'un seul choix, un seul. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer. Alors évidemment, ça fait assez mal. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on va dire que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil. Sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est l'un des maîtres à penser du romancier contemporain, par ailleurs talentueux, Michel Houellebecq. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer ou d'Aragon en Michel Houellebecq? Alors Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, donc là je fais un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais un bond qui n'est pas sans cohérence parce que Schopenhauer s'est toujours voulu à sa façon disciple de Platon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça, ce que je viens d'expliquer là rapidement, en une phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça, là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors, quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus, donc que je ne désire plus, donc que je n'aime plus, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. Ce n'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Je suis content de voir que ça vous parle. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. J'avais rendez-vous avec le bonheur. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si, qu'est-ce que je serais heureux quand? Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui, je ne suis pas heureux pour autant. Et j'avais rendez-vous avec le bonheur, je suis au rendez-vous, le bonheur n'y est pas. Le bonheur m'a posé un lapin. C'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde. C'est bien la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, selon moi, écrite donc par Schopenhauer, et la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Ça vous amuse moins. Vous voyez, l'essentiel, malgré tout, c'est pas vous qui doivent le reprocher. Rassurez-vous, il n'y a pas que chez vous qu'on s'ennuie des fois, c'est normal. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais livres de management, ce qui pour le coup est une espèce de pléonasme. Le philosophe Alain disait plus lucidement au début du XXe siècle, le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. Mais oui, bien sûr. Moi, si quelqu'un me dit « je ne m'ennuie jamais au boulot », ma première réaction, c'est pas de me dire « tiens, il doit travailler aux hôpitaux universitaires de Genève ». Ma première réaction, c'est de me dire « encore un menteur » ou bien un inactif. De même, si quelqu'un me dit « je ne m'ennuie jamais dans mon couple », ma première réaction, c'est de me dire « encore un menteur » ou bien un célibataire. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Mais fort heureusement, il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas la règle, mais l'exception, bien sûr.
Un couple heureux, ce n'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Un couple heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal. Et un couple vraiment très heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Et là, croyez-moi, ça devient franchement délicieux. Un boulot heureux, ce n'est pas un métier où l'on ne s'ennuie jamais. Arrêtez de rêver. C'est parfois un métier où l'on s'ennuie moins que pendant les vacances. Ça peut arriver. C'est peut-être un métier où vous ennuyez moins que vous ne vous ennuierez pendant la retraite. Ça peut arriver aussi. Et c'est ça que Platon n'arrive pas à expliquer. Autrement dit, il y a une chose qui donne tort à Platon, peut-être une seule ou plusieurs, mais qui reviennent tout de même. Ce qui donne tort à Platon, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien. Ce que Platon n'explique pas, mais ça revient au même en vérité, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça met une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer. On a besoin d'une deuxième théorie du désir. C'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza. Alors Spinoza, donc au XVIIe siècle, en Hollande, serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir. Ça oui. Mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Autrement dit, le geste philosophique de Spinoza, ça va être exactement ceci. Remplacer un égal par un différent de. Il ne le dit pas comme ça, il ne parle pas de Platon quand il parle de l'amour. Mais si on veut reconstituer entre deux une espèce de dialogue posthume, c'est exactement ce que ça veut dire. Pour Spinoza, oui, c'est vrai, l'amour est désir, mais non, assurément non, le désir n'est pas manque. Parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Attention, je n'ai pas dit pouvoir au sens politique ou managérial du terme, non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance, autrement dit puissance exactement au sens où l'on parle très communément de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on peut en parler exactement au même sens pour les femmes. Qu'est-ce que la puissance sexuelle? C'est la puissance de jouir. Et donc ce qui rend la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle serait encore plus difficile et compliquée qu'elle n'est. Spécialement la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien qu'en un certain moment, nous soyons en état de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un impuissant ou un moment d'impuissance. Ce qui dit assez quelle est la vérité du désir sexuel, qui n'est pas le manque comme le voulait Platon, mais bien la puissance comme le veut Spinoza. Ou plutôt les deux sont vrais, encore une fois, ils ont raison l'un et l'autre, mais ils ne parlent pas de la même chose. Parce que le manque sexuel, au fond, c'est ce qu'on appelle couramment, aujourd'hui, la frustration. On a tous vécu ça un jour ou l'autre dans notre vie, mais justement, on a assez vécu la frustration sexuelle pour ne pas la confondre avec la puissance sexuelle. Ce n'est pas tout la même chose. D'ailleurs, tout le monde sait bien, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. L'erreur de Platon, c'est aussi bien d'avoir confondu le manque de nourriture, c'est-à-dire la faim, F-A-I-M en bon français, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas, qu'on n'appelle pas la faim en bon français, mais qu'on appelle évidemment l'appétit. Appetitus en latin, c'est un grand concept de Spinoza. Spinoza a écrit ses livres en latin, mais qu'on peut prendre ici au sens le plus ordinaire du terme. Lorsque vous invitez quelques amis à dîner un soir, vous ne leur dites pas au début du repas « Je te souhaite une bonne faim,
Je te souhaite de bien manquer de nourriture. Tiens, tu ne vas pas être déçu, il n'y a rien à manger. Bienvenue chez Platon. Non, vous leur dites exactement le contraire. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu large, la nourriture ne manque pas. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Bon appétit, bienvenue chez Spinoza. La faim est une souffrance, on peut en mourir, on en meurt tous les jours dans le monde. L'appétit, ce n'est pas une souffrance, c'est une puissance, puissance de jouir et jouissance en puissance. Le désir n'est pas manque, pour Spinoza, le désir est puissance. Et l'amour, alors? Si le désir est puissance, pour Spinoza, l'amour est joie. En vérité, Aristote l'avait déjà dit, Aristote qui, de ce point de vue, est du même côté que Spinoza. Dans une phrase pure comme l'aube, Aristote écrivait « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. » Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer ou désirer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Si en revanche c'est Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, alors clairement Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, alors au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas, le deuil recréant le manque, tragiquement, vous renvoie brutalement, douloureusement, chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Et Spinoza va dire la même chose en substance qu'Aristote, dans une formule un peu plus compliquée. Spinoza écrit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. » L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. C'est ce petit de, finalement, que Spinoza ajoute à la pensée d'Aristote. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un vous dit un jour « Je suis joyeux à l'idée que tu existes » ou bien « Il y a une joie en moi », eh bien tu vois, la cause de ma joie, c'est l'idée que tu existes. Ou plus simplement, à chaque fois que je pense à toi, cela me rend joyeux. Vous prendrez ça, bien sûr, pour une déclaration d'amour. Vous aurez évidemment raison, ça donne raison à Spinoza. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Vous aurez raison, mais vous aurez aussi beaucoup de chance. D'abord parce que c'est une déclaration spinoziste d'amour, ça n'arrive pas tous les jours. Beaucoup sont morts d'avoir entendu ça une seule fois dans leur vie. Donc, si ça vous arrive aujourd'hui, dites merci aux hôpitaux universitaires de Genève. Mais vous aurez surtout beaucoup de chance parce que c'est le cas très rare d'une déclaration d'amour qui ne vous demande rien. Et ça, croyez-moi, c'est proprement exceptionnel. Alors, toute cette exception de l'amour, je n'ai pas le temps de m'attarder, on va revenir à nos moutons professionnels, le sens du travail, la motivation. Mais j'avais besoin de cette grille conceptuelle pour pouvoir l'éclairer. Mais juste un dernier mot sur l'amour, pour entreprendre de vous aider à sauver votre couple, comme je le disais. Juste un exemple. Peut-être avez-vous dit, messieurs, le 14 février dernier, lors de la dernière Saint-Valentin, peut-être avez-vous dit à votre épouse, à votre compagne, ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. T'étais gentil. Mais non, c'est vrai, c'était bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin, c'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était exactement un gentil mensonge. Vous savez, dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours un peu inquiétant. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme, chez qui, pour la plupart, ces deux traits de caractère, gentillesse et lâcheté, sont tellement proches qu'ils sont à peu près indiscernables. Pardon, messieurs, mais il faut bien que quelqu'un leur dise la vérité au moins une fois. Et donc, faites-moi plaisir, messieurs, ou plutôt non, faites-lui plaisir.
à elle. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez 3-4 semaines pour rendre le propos crédible. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne « Ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. » Parce que là, vous faites une déclaration d'amour au moins possiblement vraie et autrement émouvante entre nous soit dit. Et autrement émouvante entre nous dit que faire semblant absurdement de manquer de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait depuis 15 ou 16 ans ce cadeau bouleversant de partager votre vie et votre lit. Et puis je vais vous dire, manquer, être en manque, c'est la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf est capable d'être en manque. N'importe quel gamin de 15 ans peut tomber amoureux, y compris une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Mais oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant. Mais bon, revenons au travail et à la motivation. La question, c'est qu'est-ce qui fait courir les salariés des hôpitaux universitaires de Genève? Qu'est-ce qui fait courir? La réponse, bien sûr, c'est le désir, puisque le désir est l'unique force motrice. Reste à savoir, monsieur le directeur, si vos collaborateurs courent après ce qui leur manque, auquel cas ils courent chez Platon. Ce qui laisse entendre que vous et votre équipe, vous avez un management de style essentiellement platonicien. Ou bien est-ce que vos salariés, qui sont là, courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir, comme dirait Spinoza? Est-ce qu'ils courent parce que la course les met en joie? Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied? Auquel cas, ils courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre, monsieur le directeur, que vous avez un management de style au moins en partie spinoziste. Je dis de style au moins en partie spinoziste parce que je ne suis pas fou, rassurez-vous. Tous ceux qui sont là viennent le matin, alors le matin ou la nuit, ça dépend des horaires des uns ou des autres, les 3-8 ou les 2-12, comme on m'a expliqué, enfin bref. Vous arrivez, par exemple, à 8 h du matin, 9 h du matin, tous viennent chez Platon courir après quelque chose qui leur manque. Quoi? Mais l'argent, bien sûr. Ben oui, en gros, c'est pour ça qu'ils bossent quand même. Ben voilà. Vous tous, quand vous venez bosser, vous venez chez Platon courir après l'argent qui manque. Tous ceux qui sont là, et même ceux les salariés qui ne sont pas venus. Et il y a une partie d'entre vous, et peut-être une plus grosse partie de ceux qui ne sont pas venus, ils viennent aussi travailler chez Platon. Ils viennent courir après l'argent qui manque et ils passent la journée chez Schopenhauer. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque et ils s'emmerdent au boulot. Alors qu'une autre partie, majoritaire évidemment parmi les présents au moins, qui vient aussi bosser chez Platon, hein, pas d'hypocrisie quand même, soyons honnêtes. Hein. Non, ils viennent tous le matin courir chez Platon après l'argent qui manque, mais il y en a une autre partie qui va passer la journée chez Spinoza. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque et ils se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Le boulot des managers qui sont ici, c'est de créer des conditions telles dans vos services que le plus grand nombre possible de vos collaborateurs viennent bosser chez Spinoza. Enfin, ils viennent bosser chez Platon, mais passent la journée chez Spinoza, plutôt que venir bosser chez Platon et passer la journée chez Schopenhauer. Et c'est pourquoi le parallèle avec le couple est éclairant. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux? C'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? C'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Même chose pour les salariés. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié malheureux? C'est un salarié qui est tombé, ou plutôt qui tombe, tous les jours pour certains, toute la journée pour certains, qui tombe de Platon en Schopenhauer. Il vient bosser parce qu'il a besoin d'argent, il court après l'argent qui manque, et il s'emmerde au boulot. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié heureux? C'est un salarié qui monte tous les jours pour certains, toute la journée peut-être, enfin ne répond pas trop, mais disons la plus grande partie de la journée, qui monte de Platon en Spinoza.
Il vient bosser parce qu'il court après l'argent qui manque et il se réjouit de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. C'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi dans une entreprise publique ou privée. Quand les gens travaillent chez Spinoza plutôt que chez Schopenhauer, autrement dit, quand les gens, en gros, sont heureux au boulot. Or, c'est l'intérêt majeur de l'entreprise. Et c'est souvent aux patrons du privé qui font de gros efforts pour garder leurs clients, surtout leurs meilleurs clients. Vous avez raison, bien sûr. Mais réfléchissez-y, la seule façon sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients, c'est d'abord d'avoir et de garder les meilleurs salariés. Ce n'est pas parce qu'on a les meilleurs clients qu'on a les meilleurs salariés, c'est à l'inverse bien clairement parce qu'on a les meilleurs salariés qu'on a une chance sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients. Alors dans un hôpital, c'est évidemment différent, mais la logique est la même. La qualité des hôpitaux universitaires de Genève dépend d'abord et avant tout de la qualité des salariés qui y travaillent. Et dès lors que vous avez compris, monsieur le directeur, qu'ils ne viennent pas travailler par amour du travail, ni pour la vertu, pour la valeur travail, ni seulement pour l'argent, mais qu'ils viennent travailler pour être heureux, ben vous comprendrez que la seule façon sur la durée de garder les meilleurs de vos collaborateurs, c'est de créer des conditions telles qu'ils aient le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant ici qu'ils ne le seraient en travaillant ailleurs. Et pour obtenir ça, vous comprenez bien que l'argent, le salaire, ne peut pas suffire. Je le disais en commençant, l'argent, ça rend motivable, mais ça n'a jamais motivé personne. Il va donc falloir trouver, alors pour les managers, mais surtout pour chacun d'entre vous, parce qu'il faut d'abord se motiver soi-même tous les matins et toute la journée. Il va falloir que chacun d'entre vous trouve autre chose que l'argent qui manque, alors, pas à la place, mais en plus. Trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, qui vous permet d'aimer le travail que vous faites. Et non pas, comme n'importe quel chômeur, on est capable d'aimer le travail qui manque. C'est facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur. Je ne dis pas que c'est gai, mais c'est facile. Mais comme un salarié heureux, qui n'aime pas le travail qui manque parce qu'il aime le travail qu'il fait. Trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit. Alors, ce quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, de meilleures conditions de travail. Il y a des boulots qu'il est plus facile à aimer que d'autres. Je pense que même aux hôpitaux universitaires de Genève, il y a des services où il est plus facile d'avoir envie de bosser que d'autres. Donc quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être de meilleures conditions de travail. Quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots où on part bosser le matin, la gorge un peu serrée d'angoisse ou la boule au ventre, comme on dit. Parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Alors qu'il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger le matin parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. Ce n'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être un sentiment de plus grande utilité sociale. Et là, pour le coup, aux hôpitaux, vous êtes gâtés. Ce n'est pas la même chose de travailler dans un hôpital ou de travailler dans une usine d'armement ou à fabriquer de l'alcool ou des cigarettes, que c'est. Trouver quelque chose, et donc c'est un outil de motivation, bien sûr. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de s'épanouir soi-même davantage, de progresser soi-même davantage. Vous savez, il y a des boulots ou des boîtes, on peut y bosser pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, on se retourne et on se dit « mais c'est dingue, ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé, ce n'est pas du tout la même chose. » Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 40 heures ou un peu plus par semaine, etc., etc.
Trouver quelque chose qui ne manque pas, donc trouver autre chose que l'argent qui manque, pas à la place mais en plus, j'insiste là-dessus, trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, qui vous permet d'aimer le métier que vous faites. C'est la responsabilité de chacun d'entre vous, mais c'est la responsabilité a fortiori des managers. Pour moi, disais-je, c'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi quand les salariés sont heureux au boulot, c'est-à-dire se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Et c'est pourquoi, quand on est manager, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs. Je ne parle pas du bonheur privé, ta femme, ton mari, tes gosses. Mais quand on est manager, pour un manager, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur bien-être professionnel, de leur bien-vivre professionnel. A fortiori, combattre leur malheur ou leur mal-être professionnel, pour un manager, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas un supplément d'âme. Ce n'est pas de la philanthropie. C'est le cœur de votre métier. Parce que l'intérêt majeur des hôpitaux universitaires de Genève, c'est d'avoir et de garder les meilleurs salariés. Vous n'y parviendrez que si et seulement si, vous tous, vous avez le sentiment d'être plus heureux en travaillant ici qu'en travaillant ailleurs. Je vous remercie pour votre attention.